Tu sais, à chaque fois que l'on parle de remontada, c'est toujours les fans de foot qui vont venir sortir de nulle part et dire oh mon dieu, ce que le Barça avait fait au PSG en 2016, c'était vraiment la plus grosse remontada de l'histoire. Mais non, parce que nous aussi, les fans du MMA, les fans de l'UFC, nous avons vécu des remontadas spectaculaires. Et aujourd'hui, c'est ça que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui, comme je viens de te le dire, je vais te présenter 5 moments qui ont été super surprenants dans l'histoire du MMA. Je vais te montrer 5 remontadas, genre 5 situations dans lesquelles la personne qui a gagné le combat, on ne s'attendait pas du tout à l'avoir gagné, mais genre qu'elle a sorti une masterclass et qu'elle a réussi à gagner ce combat. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je te conseille vraiment de t'abonner parce qu'à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Francis Ngannou risque de venir chez toi à 2 h du matin pour te faire le coup du marteau. J'ai pas vraiment envie que ça t'arrive, tu vois. Donc pour te sauver la vie, je te conseille simplement de t'abonner, tu vois. Surprise, surprise, the king is back! Numéro 1, on va commencer par un événement qui est plutôt récent. Sean Strickland contre Israel Adesanya. Donc ça, c'est un combat qui a eu lieu en 2023, en septembre 2023. Et pour te mettre dans le contexte, ce qui s'était passé, c'est que Adesanya, il était sur le toit du monde. Il venait juste de battre Alex Pereira dans la revanche afin d'obtenir enfin la ceinture des middleweight qu'il venait juste de perdre contre Alex Pereira. Et à ce moment, Adesanya, il a mis un KO phénoménal sur Alex Pereira. Ça, c'est un KO que personne ne s'attendait à voir, suivi d'une des célébrations les plus iconiques, si ce n'est la célébration la plus iconique de l'histoire de l'UFC. Et donc, Adesanya, tout le monde s'attendait à le voir relancer un nouveau title run et franchement commencer encore à faire des masterclass parce que le niveau qu'il nous avait montré genre, dans le dernier combat qu'il avait eu contre Alex Pereira était juste phénoménal. Et après, on connaît tous le niveau d'Adesanya, tu vois. C'est un combattant qui a eu 8 défenses de titre quand même. Donc, c'était un champion vraiment imposant, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que, après avoir battu Alex Pereira, Adesanya, comme je te le dis, était sur le toit du monde et tout, et il était censé se battre contre Dricus du Plessis en septembre 2023, tu vois. Mais à environ 3 semaines du combat, Dricus du Plessis a dû pull out du combat parce que il n'était pas en mesure de se battre parce qu'il s'était cassé un orteil. Et qui est-ce que l'UFC a placé pour remplacer Dricus du Plessis? Donc l'UFC a placé le prétendant au titre numéro 7. Pas numéro 1, pas numéro 2, pas numéro 3, mais numéro 7, tu vois. En la personne de Sean Strickland afin de venir récupérer le titre à Israel Adesanya. Et là, les médias, ils étaient vraiment pas du tout mitigés, tu vois. Alors, tout le monde était carré sur le fait que Adesanya va faire une masterclass sans précédent sur Sean Strickland. Sean Strickland, que je te rappelle, genre que lui, sa dernière victoire, c'était contre Abus Magomedov, et genre que c'était également une victoire par décision. Et Sean Strickland, qu'on n'a jamais vraiment réussi à voir au très haut niveau, genre Sean Strickland, qui se battait contre des adversaires un petit peu comme Nassourdine Imavov. C'est pas pour critiquer votre combattant, les Français, je sais que vous êtes très derrière vos combattants. Mais après, Nassourdine Imavov, les gens, soyons sérieux, genre c'est pas du niveau d'un Alex Pereira. Alex Pereira qui lui a mis KO Sean Strickland de manière vraiment simple, tu vois. Donc, Sean Strickland, franchement, personne ne le voyait comme vainqueur, honnêtement. Sean Strickland également qui avait perdu contre Jared Cannonier, qui lui s'était fait battre par Adesanya, tu vois. Donc, Sean Strickland, personne ne le voyait gagner. Et en plus de ça, Sean Strickland est venu en short notice, tu vois. Donc, littéralement, genre, il y avait zéro chance que Sean Strickland batte Adesanya. La seule chose, c'est que Sean Strickland est drôle, tu vois. Genre, Sean Strickland au micro, genre, il est vraiment un combattant super intéressant, super drôle à entendre, super intéressant à écouter, tu vois. Très divertissant. Donc, ça fait que les gens étaient plus hypés par écouter la conférence de presse que par regarder le combat, tu vois. Tout le monde voulait écouter la conférence de presse. Genre, les gens, ils s'en foutaient un petit peu du combat parce que les gens, ils se disaient simplement qu'Adesanya va mettre KO Pereira facilement. Je voyais même plusieurs mèmes qui tournaient dans lesquels les gens étaient en train de prédire comment est-ce qu'Adesanya allait mettre KO Sean Strickland, tu vois. Et comme on s'y attendait, la conférence de presse a eu lieu. Sean Strickland était en train de cook Adesanya. Genre, il était en train de se foutre de sa gueule. Adesanya était assis, il n'avait rien à dire. Tellement Sean Strickland, genre au micro, tu ne peux absolument rien lui dire parce que c'est un génie du trash talk. Mais après, comme j'aime bien te le dire, genre le trash talk c'est bien beau et tout, mais ce qui importe vraiment, c'est ce qui se passe lorsque la cage de l'octogone se ferme, tu vois, lorsque les portes se ferment. Mais comment te dire que lorsque les portes sont fermées, Sean Strickland a assumé comme personne n'aurait pu assumer face à Adesanya. En effet, pendant 5 rounds, Sean Strickland était en train d'avancer, de mettre de la pression sur Adesanya et de le démonter, genre pièce par pièce. Sean Strickland a fait une masterclass sans précédent sur Adesanya. Une masterclass que je te précise que même Alex Pereira n'a jamais réussi à faire à Adesanya. Parce que même dans le combat où Pereira s'est fait battre par Adesanya, Pereira était en train de dominer Adesanya, tu vois. Donc, littéralement, Sean Strickland a apporté une pression et il a fait une masterclass sur Adesanya que personne dans l'UFC n'a jamais réussi à lui faire, tu vois. Et ça, c'était vraiment choquant de voir ça, genre, littéralement, j'ai été choqué, genre, j'ai regardé ça, j'étais en mode, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais Adesanya, ressaisis-toi, genre, j'étais derrière lui, j'étais en mode, mais donne, genre, fais-lui un spinning back kick, je sais pas, genre, fais un truc.
Mais le truc, c'est que le style de combat de Pereira était tellement. De Strickland, pardon, était tellement atypique, avec sa garde un petit peu bizarre, comme ça, on dirait un Floyd Mayweather Prime mélangé à un Anderson Silva. Genre, il avait un style de combat tellement atypique qu'Adesanya n'avait juste pas réussi à comprendre. Et donc Adesanya, il faisait que reculer, que reculer, que reculer. Et Sean Strickland lui avançait dessus en le frappant, 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 frappant. Et il a réussi à le battre à la fin par décision unanime. Et je me dis même que c'est encore plus, même pas surprenant, mais c'est encore plus spectaculaire que Sean Strickland ait réussi à battre Adesanya par décision unanime que par KO. Parce qu'à la fin de la journée, si c'était par KO, on aurait pu dire, ouais, bon, de toute façon, à la fin de la journée, genre, c'est juste parce que il a réussi à trouver le bon coup au bon moment. Parce que tu sais, genre, l'UFC, genre, c'est un sport de combat. Et à la fin de la journée, c'est juste un humain contre un humain. Genre, ça, c'est un concept à vraiment pas oublier, tu vois. Genre, à la fin de la journée, c'est juste un humain contre un humain. Genre, tu les mets dans une cage. Parfois, il peut se passer des trucs inattendus, tu vois. Parfois, le combattant qui est bien plus technique, il peut se faire dominer, tu vois. Et ça peut être couplé à plein de trucs, comme le fait de vraiment croire en soi et tout. Mais tu sais, ici, c'est pas une chaîne de motivation. Genre, si tu t'attendais à un discours motivant et tout, genre, t'es tombé au mauvais endroit. Mais donc, tout ce que je disais, c'était que peut-être que Sean Strickland croyait plus en lui, mais simplement la pression qu'il était en train de mettre à Adesanya et son style de combat qui était vraiment atypique, ça lui a vraiment permis de battre Adesanya et de faire une masterclass sur lui. Là, j'hésite vraiment, je me demande vraiment si, à l'heure actuelle, même si on fait un rematch, est-ce que Adesanya bat Strickland? Bon après, genre, la vérité, Adesanya bat Strickland, like, honnêtement, ça c'est le fanboy qui ressort. Surprise, surprise, the king is back! Pour le deuxième point, on va retourner 10 ans en arrière, 10 ans avant l'événement entre Sean Strickland et Israel Adesanya. Là, on avait une étoile montante à l'UFC, elle était invaincue, elle était irlandaise, tu sais déjà de qui je parle. Et elle était censée affronter un roi qui était déjà établi, qui avait déjà sa couronne, et qui était invaincu depuis 6 ans, qui avait eu 10 victoires d'affilée, genre 10 défenses de titre. Et alors que personne ne voyait perdre, un roi qui avait vraiment assourdi sa domination sur la catégorie des featherweight, tu vois. Donc il s'agit bien évidemment du roi en la personne de José Aldo qui était censé affronter le contender en la personne de Conor McGregor. Conor McGregor, il venait juste de gagner la ceinture intérimaire après avoir battu Chad Mendes et là, il avait vraiment commencé une grosse série de trash talk. Genre, il était vraiment en train d'attaquer genre quasiment tous les adversaires contre qui il devait se battre. Mais lorsqu'il a été cédulé pour affronter José Aldo, là vraiment, il a sorti toutes ses capacités de trash talker que l'on n'a jamais espéré genre, voir de lui, tu vois. Il est venu, il a attaqué sa famille, il a attaqué son pays, il a attaqué tout sur José Aldo, tu vois. Alors tout ce que tu peux imaginer sur José Aldo, bah Conor McGregor l'a attaqué, tu vois. Mais à la fin de la journée, Conor McGregor, c'était juste un nouveau, tu vois, un nouveau à l'UFC comparé à un José Aldo qui a défendu sa ceinture pendant 6 ans, genre qui n'a jamais vraiment été en très grande difficulté, genre un José Aldo, genre qui roulait littéralement sur la catégorie des featherweights. Et donc ça fait que la majeure partie des gens, ils avaient même peur pour McGregor parce qu'ils se disaient que, bon ouais, genre franchement là t'as parlé tout ce que tu pouvais, genre t'as dit tout ce que tu pouvais dire, mais maintenant genre une fois que les cages de l'octogone vont se fermer, il va falloir assumer, tu vois. Et genre t'es juste pas ce gars, you're not that guy, pal. T'es pas en mesure genre de battre quelqu'un genre qui n'a pas perdu depuis 6 ans, t'es pas en mesure de battre ce champion qui est aussi dominant, genre qui est fort dans tous les aspects du game, genre un gars qui est fort au sol et qui est un super bon kickboxer en la personne de José Aldo, genre personne ne te voyait le battre, tu vois. Et comment te dire que tous les rêves et genre toute cette série d'invincibilité que José Aldo avait, genre tout le fait qu'il ne s'est pas fait battre pendant 6 ans, ça s'est écroulé en 13 secondes. Parce que dès que les portes de l'octogone sont fermées, José Aldo, tu peux me dire si tu veux que c'était par excès de colère ou excès de confiance ou quoi que tu veuilles. Bah, il a foncé sur Conor McGregor, tu vois. Et Conor McGregor, en fashion typique de Conor McGregor, il a juste esquivé et il a envoyé un crochet du gauche. José Aldo s'est éteint. Genre, vraiment aussi rapidement que ça. Une série d'invincibilité de 6 ans qui s'est terminée en 13 secondes. Et après ça, bien évidemment, Conor McGregor est devenu champion de la catégorie des featherweight. José Aldo, à l'époque, il détestait Conor McGregor, il était choqué, il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Mais c'est juste que Conor McGregor était juste un trop bon combattant et que les gens, ils n'avaient pas encore conscience d'à quel point, genre, Conor McGregor, il était super talentueux. À cette époque, bien sûr, parce que Conor McGregor d'avant, c'est plus Conor McGregor d'aujourd'hui. Les fans de McGregor, acceptez que votre combattant est à présent finito. Surprise, surprise, the king is back! Pour le troisième combat, je vais te parler d'un combat légendaire. Un combat que tu pourrais te dire qu'il est scripté. Un combat qui devrait être réalisé en tant que film. Ce combat, j'aimerais trop le voir en tant que film, avec la construction du combat et tout. Je te parle bien évidemment du deuxième combat qui a eu lieu entre Leon Rocky Edwards et Kamaru Usman.
Depuis tout à l'heure, je te parle de film, mais ce combat, c'est littéralement la définition du film Rocky Balboa. Donc, si je te raconte rapidement le combat, ce qui s'est passé, c'est que Kamaru Usman, c'était le pound for pound numéro 1. Il était sur le toit du monde. Le Nigerian Nightmare. Il portait bien son surnom, tu vois. C'était le cauchemar de tous les combattants de la catégorie welterweight. Quasiment tous ceux qu'il attrapait, il faisait des masterclass sur eux. Il a battu Colby Covington 2 fois, dont une fois par KO. Il a battu Jorge Masvidal par KO. Il a battu Gilbert Burns par KO. Genre, il faisait des masterclass sur tous ceux qui croisaient son chemin, tu vois. De son côté, Leon Edwards, il était dans les tranchées. Il était en train de galérer. Il galérait de ouf. Surtout lorsque le Covid est apparu. Leon Edwards, si on regarde ses 2 derniers combats, il avait d'abord eu un no contest contre Belal Mohamed. Ensuite, il a eu une victoire difficile par décision contre Nate Diaz. Et là, je te parle vraiment d'un Nate Diaz vieillissant. Je te parle pas du Nate Diaz Prime qui a battu Conor McGregor. Là, je parle vraiment d'un Nate Diaz vieillissant. Et à un moment dans ce combat, il a failli se faire mettre KO, mais il a réussi à se ressaisir et battre Nate Diaz par décision. Donc, lorsque l'on regarde le palmarès de ces 2 personnes et un petit peu genre ce qu'elles étaient en train de vivre à ce moment, c'était juste impossible de penser que Leon Edwards n'ait qu'une simple chance contre le champion en titre, en la personne de Kamaru Usman, que je rappelle qui était pound for pound numéro 1, le combattant le plus flippant de la planète à cette heure-là, et en plus qui avait déjà battu Leon Edwards en 2015, donc qui comprenait un petit peu déjà le style de Leon Edwards, qui n'est pas le style le plus atypique de l'histoire de l'UFC, tu vois. Et devine ce qui s'est passé. Bah exactement ce à quoi tu t'attends. La réalité a rattrapé Leon Edwards. Il s'est fait dominer sur 5 rounds. Kamaru Usman a fait une masterclass sur Leon Edwards. Il l'a hagar. Genre, il n'y a pas d'autre mot. Il l'a tellement détruit. Il a détruit mentalement et physiquement. Leon Edwards, il a fait une masterclass sur lui jusqu'au 5e round. Et au 5e round, qu'est-ce qui s'est passé? Leon Edwards, il est retourné dans son coin. Et il y a son coach qui est venu et était en train de lui gueuler dessus. Il disait, mais rappelle-toi qui tu es. Tu as fait tant de sacrifices pour arriver à la ceinture et maintenant tu veux perdre. Rappelle-toi qui tu es, Leon. Réveille-toi, Leon. Réveille-toi, Leon. Et devine ce qui s'est passé. Bah, il s'est rien passé. Kamaru Usman a continué à faire une masterclass sur Leon Edwards. Je sais pas vraiment à quoi tu t'attendais. On n'est pas dans un film. Ici, c'est la réalité, genre. Et c'est pas des paroles qui vont te faire te réveiller. C'est pas des paroles qui vont te faire gagner un combat. Et si c'était le cas? Si des paroles avaient réveillé Leon Edwards, parce que à 20 secondes de la fin, à 20 secondes de la victoire de Kamaru Usman, à 20 secondes du fait que Kamaru Usman réussisse à battre le record d'invincibilité de Anderson Silva, Leon Edwards envoie un high kick qui touche Kamaru Usman en pleine tête et qui l'éteint. Comme un interrupteur, Kamaru Usman s'est éteint en 1 seconde. Et là, tous les espoirs, tous les rêves de Kamaru Usman sont éteints par la même occasion. Kamaru Usman n'a plus jamais été le même. Et tous ses rêves de dépasser des combattants comme Georges St-Pierre ou Anderson Silva, que ce soit en parlant de palmarès ou simplement de carrière en général, tous ses rêves se sont éteints d'un coup. Simplement en moins de 20 secondes de la fin. Franchement, si Kamaru Usman il pouvait retourner dans le passé, il aurait juste couru autour de l'octogone pendant les 20 dernières secondes. Parce que là, sa carrière n'a plus jamais été la même après ça, il n'a plus jamais vraiment réussi à se ressaisir. Leon Edwards l'a battu à nouveau dans le rematch. Dans le rematch, on voyait clairement qu'Ousmane, il avait peur genre de s'exposer à un certain level contre Leon Edwards avant de recevoir un nouveau high kick. Et après, il s'est fait éteindre par Khamzat Chimaev, tu vois. Donc voilà, Ousmane n'a plus jamais été la même personne après ce combat. Surprise, surprise, the king is back! En numéro 4, je vais te parler d'un événement qui parle peut-être à un petit peu moins de personnes parmi vous parce que les 2 combattants sont à présent retraités. Mais il s'agissait du combat entre Michael Bisping et Luke Rockhold numéro 2. Donc ce combat, pour ceux qui n'ont pas vécu, genre tu peux un petit peu faire l'analogie à un Sean Strickland contre Israel Adesanya. Parce que le truc c'est que Luke Rockhold c'était le champion, tu vois, c'était le combattant méthodique. Et il était champion de sa catégorie. Il n'avait pas perdu depuis 2 ans. Il avait un record quasiment parfait de 14 victoires à 1 défaite. Et il terminait quasiment tous ses combats. Donc c'était un combattant vraiment très dominant, tu vois. Et genre c'était vraiment pas le genre d'adversaire que tu avais envie d'affronter. Et le fait le plus important, c'est qu'il avait déjà réussi à battre Michael Bisping. Et ça c'était vraiment pas avec beaucoup de difficultés. Genre il a réussi à le soumettre, tu vois. Et ce qui était censé se passer, c'est que Luke Rockhold était censé affronter Ronald Souza pour défendre sa ceinture, tu vois. Mais le truc, c'est qu'à 2 semaines du combat, Luke Rockhold a reçu un appel, genre, qui lui disait que Ronald Souza, finalement, il est out du combat et donc ils vont lui chercher un remplaçant. Le gars, en bon champion, il dit d'accord, aucun souci, faites ce que vous voulez. Et là, d'un coup, Michael Bisping, qui était littéralement chez lui en train de boire de la bière et de se relaxer, il a automatiquement reçu un appel de Ariel Helwani, le journaliste de MMA, qui lui a annoncé que ouais, c'était pas prévu, mais finalement, il y a un title shot qui est disponible. Est-ce que tu veux affronter Luke Rockhold à nouveau parce que Ronald Souza ne sera pas disponible? Et le gars, il était dans son canapé, posé, en train de boire de la bière. Après, il dit,
je veux me battre. Ouais, envoyez-moi, je vais me battre pour la ceinture. Après, tout le monde est en mode, mais il est fou, lui, genre, il va se battre contre Luke Rockhold. Luke Rockhold qu'il a déjà détruit une fois, genre, y a pas moyen qu'il gagne. Le gars est en mode, ouais, de toute façon, like, on ne vit qu'une fois, allons-y. Et comme dans le cas de Sean Strickland et Adesanya, genre, j'aime bien faire le parallèle par rapport à ce combat parce que c'était un petit peu similaire. Au micro, Michael Bisping fait une masterclass à Luke Rockhold, tu vois. Genre, Michael Bisping, c'est pas le genre de combattant genre, qui ont leur langue dans leur poche. Donc, il vient vraiment au micro, il parle beaucoup à Luke Rockhold. Il lui dit, ouais, toi, je vais te détruire. J'étais dans mon canapé, je buvais de l'alcool, je buvais de la bière je foutais rien. Alors que pendant ce temps, toi, tu t'entraînais et tout. Et malgré tous tes efforts, je vais venir faire une masterclass sur toi. Je vais te mettre KO, je vais te démonter, mec. Après, Luke Rockhold, de son côté, il était en mode. Mais t'as fumé ou quoi? Genre, je pense que t'as bu trop d'alcool parce que t'es encore dans ton délire. Parce que là, genre, c'est pas possible. Déjà, tu foutais rien. Et en plus de ça, toi, je t'ai déjà soumis facilement. Toi, t'es aucunement une menace ni rien. Genre, je vais te détruire. Après, ils continuaient simplement à s'envoyer des pics l'un à l'autre et tout, tu vois. Mais comme je te le dis souvent, on peut vraiment beaucoup parler à l'extérieur, mais ce qui importe vraiment, c'est ce qui se passe lorsque les portes de l'octogone se ferment. Et comment te dire que Michael Bisping a assumé comme personne d'autre n'aurait pu assumer? Parce que ce qui s'est passé, c'est que lorsque les portes de l'octogone se sont fermées, le combat a commencé. Et ce combat était vraiment intéressant. Si tu l'as jamais vu, genre, je te conseille vraiment de le regarder. C'était vraiment un bon combat, tu vois. Donc ce qui s'est passé, c'est que Luke Rockhold avait commencé à attaquer Michael Bisping, tu vois. Mais c'était vraiment d'une manière très méthodique, en bonne fashion de Luke Rockhold, comme il a l'habitude de le faire. Il venait après, il attaquait Michael Bisping avec des combinaisons bien calculées, genre des coups très techniques et vraiment un bon contrôle de la distance, des bons mouvements de tête. C'était vraiment méthodique, le style de combat de Luke Rockhold. Mais de son côté, Michael Bisping, il avait un style de combat vraiment très brutal, tu vois. Michael Bisping, il venait, il swingait, genre il donnait des coups sortis de nulle part, il attaquait Luke Rockhold de manière vraiment très bizarre et tout. Et comment te dire que Michael Bisping a juste réussi à connecter Luke Rockhold à un moment, il lui a mis un bon crochet sur la mâchoire et Luke Rockhold s'est quasiment déjà endormi. Et Michael Bisping l'a enchaîné sur le sol et était en train de lui envoyer les coups du marteau, tu vois. Et d'un coup, là, Luke Rockhold s'est endormi. Et Michael Bisping est devenu champion d'un coup. Alors que personne ne s'attendait à voir Michael Bisping champion, genre littéralement personne. Il partait avec une cote à plus 600 parce que genre c'était impossible selon les gens que Michael Bisping réussisse à battre Luke Rockhold. Mais après, comme je te le dis souvent, quand tu mets deux humains dans une cage, il peut se passer tout. Et ça, c'était un très bon exemple de cela. Après, il y avait un autre truc qui était plus drôle qu'autre chose, mais c'était la conférence de presse d'après-combat. Parce que avant, on faisait des conférences de presse d'après-combat dans lesquelles le vainqueur et le perdant, ils étaient assis après, ils continuaient à parler comme dans une conférence de presse normale. Mais comment te dire que c'est après cet événement genre, que l'UFC a décidé genre, d'arrêter de faire des conférences de presse d'après-combat. Tout simplement parce que Michael Bisping était juste trop en train de se foutre de la gueule de Luke Rockhold. Et Luke Rockhold, il avait juste trop le seum parce qu'il ne pouvait pas accepter genre, qu'il soit fait battre par Michael Bisping. Un Michael Bisping qui sortait, genre qui est venu à 2 semaines de préparation. Un Michael Bisping qui buvait de l'alcool sur son canapé et qui ne foutait rien, qui est venu et qui l'a battu comme ça. Il n'arrivait juste pas à accepter cette situation. Surprise, surprise, the king is back! J'ai gardé l'un des meilleurs pour la fin. Il n'y a pas un soir où j'ai plus crié que ce soir-là. Un peu comme ce qu'elle disait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, en mars 2023, Alex Pereira était le némésis de la catégorie des middleweight. Alex Pereira terminait quasiment tout le monde. Il mettait des masterclass sur tout le monde et il réussissait à terminer tous ses combats. Il a battu Sean Strickland par TKO, il a battu Adesanya par TKO, il faisait le tour de sa catégorie, il détruisait tout le monde. Et donc il est devenu champion de la catégorie des middleweight 1 an et quelques après avoir littéralement rejoint l'UFC, tu vois. Et beaucoup de fans avaient tourné donc le dos à Adesanya parce que il n'aimait simplement pas sa personnalité et les gens étaient plus attirés par Pereira, les gens kiffaient vraiment Pereira parce que Pereira, il a vraiment l'aura d'un guerrier, tu vois. Et les gens ils kiffaient vraiment ça. Donc Adesanya, lui, de son côté, il sortait d'une série de 8 défenses de titres d'affilée. Ce qui est vraiment extraordinaire, ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais Adesanya avait des combats plutôt ennuyeux et Adesanya ne terminait quasiment jamais ses combats. Et la majeure partie du temps, les défenses de titres de Adesanya, c'était toujours des combats qui étaient très serrés, tu vois. C'était des combats qui étaient très serrés, mais qu'Adesanya a réussi à gagner à la fin de la journée par décision unanime. Et c'est là que Pereira, lorsqu'il est venu, il a vraiment réussi à éteindre Adesanya. Et là, directement, les gens ils se sont dit, bon, en fait, à la fin de la journée, genre, ce qui se passe, c'est que c'est Pereira le meilleur de la catégorie des middleweight, mais c'est pas du tout Adesanya. Et là, quasiment toute la communauté de MMA s'est retournée sur Adesanya. Adesanya était littéralement seul contre tous, et il partait littéralement en tant que perdant dans ce combat, parce que vu le niveau que Pereira lui avait montré le combat passé, et la puissance qu'il y a dans les mains de Pereira, en fait, il a cette puissance,
d'éteindre un combat en une seconde. J'aime bien faire la comparaison. Vous dites souvent que j'exagère, mais Pereira, c'est la puissance de Ngannou plus la technique. Donc Pereira, c'est vraiment un combattant qui peut éteindre la lumière en un coup, mais qui est super technique, qui a des bons mouvements de tête, qui est rapide et tout. Et Adesanya, on connaît Adesanya. Adesanya, c'est un combattant genre qui garde la distance, qui s'enfuit un petit peu et genre qui essaie de te battre à la décision, tu vois. On connaît tous Adesanya. Mais comment te dire que il s'est passé ce à quoi on s'attendait en fait. Adesanya et Pereira se battaient pendant le premier round, c'était plutôt serré, ils s'envoyaient simplement quasiment que des low kicks, ils prenaient pas vraiment beaucoup de risques les deux, c'était afin de comprendre le style de combat de leur adversaire. Et lorsque le deuxième round a commencé, là les hostilités ont vraiment commencé, Pereira a vraiment commencé à mettre de la pression sur Adesanya, il l'a mis sur le mur, il a recommencé à l'enchaîner, il l'enchaînait exactement de la même manière qu'il a réussi à le terminer le combat précédent. Et il refaisait la même chose, Adesanya sûrement il devait avoir des PTSD, il se rappelait exactement du même scénario que de la fois passée. Mais comment te dire que d'un coup, à un instant près, Adesanya a réussi à trouver la parade. Il a réussi à trouver le moment parfait pour envoyer un contre. Il a trouvé le moment parfait pour envoyer un crochet du droit, suivi d'un crochet du gauche, afin d'éteindre la lumière et de mettre KO Pereira d'un coup et de mettre fin à cette rivalité une fois pour toutes. Et donc il a réussi à terminer Pereira et il a fait ce qui, selon moi, est la célébration la plus iconique aujourd'hui de l'histoire de l'UFC, c'est-à-dire la célébration de la flèche, qui représente le fait que Alex Pereira, qui à l'époque était le chasseur, est maintenant devenu la proie. Et Adesanya a réussi à éteindre Alex Pereira afin d'entrer aujourd'hui dans la conversation du GOAT, du meilleur combattant de tous les temps. Oui, je le dis, Adesanya il est dans la conversation du GOAT, les gars. Une vidéo sur la conversation du GOAT se prépare, donc abonne-toi à la zone si t'as pas envie de rater ça. Est-ce que je suis un fanboy? Oui, je le suis, mais j'assume parce que Adesanya c'est vraiment un combattant phénoménal. Un des combattants qui m'a vraiment fait aimer le MMA, tu vois. Mais ça c'était mon petit instant fanboy. Mais bon les gars, c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui par rapport à ces quelques événements spectaculaires et surprenants qu'il y a eu dans le MMA. Donc vraiment maintenant si quelqu'un te parle de remontada, ne lui parle pas de foot mais parle-lui au moins de un de ces événements, tu vois, comme ça genre il va comprendre que dans le MMA, genre nous aussi nous avons eu nos moments surprenants, tu vois. Comme d'habitude donc, si ce genre de contenu t'excite, si ce genre de contenu t'intéresse, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone pour ne pas rater d'autres vidéos. Également, pars dans l'espace commentaire et laisse-moi savoir s'il y a d'autres événements marquants que tu aurais voulu voir. Parce que, genre, il y a plein d'autres événements dont je voulais te parler. Mais, genre, cette vidéo, je voulais juste pas qu'elle soit plus longue qu'elle soit censée l'être. Un petit peu comme moi. Cela étant dit, on se capte pour la prochaine vidéo, la famille. Peace out!